Voici un essai hivernal du Equinox EV, la voiture électrique la plus vendue au Québec, la voiture la plus populaire chez les Québécois, après d'autres voitures thermiques. Donc aujourd'hui, on a la chance d'essayer ce Equinox-là EV en version RS First Edition, le même qu'Alexandre a pu tester en défi 500 km. On ne fera pas de défi 500 km aujourd'hui, ça roule 60 sur l'autoroute, ça aurait pris 8 heures, mais on va vous présenter ce véhicule-là de fond en comble, puis on va vous dire ce qu'on en pense l'hiver. Est-ce qu'un modèle à traction, c'est acceptable? Devrait-on choisir la traction intégrale? On vous dit tout ça dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y! Le Equinox EV, c'est la voiture électrique la plus vendue au Québec. Surprenant quand même parce que c'est une voiture qui est arrivée chez nous, ou du moins qui est devenue disponible réellement seulement cette année, en cours d'année. 14 300 unités vendues. C'est plus que le Model 3, c'est plus que le Model Y, c'est plus que le Toyota BZ4X, c'est plus que toutes les autres voitures. Les deux seules voitures thermiques plus populaires sont le F-150 thermique ainsi que le Toyota RAV4. Et le Toyota RAV4, plus grand produit d'exportation canadienne. Donc aujourd'hui, notre Equinox, vous voyez, il est déjà bien enneigé. C'est vraiment une journée très enneigée. La version qu'on essaie aujourd'hui est équipée de roues de 21 pouces, ce qui est quand même drôle pour un modèle à traction. Puis je t'invite à venir voir, Alexandre, ce sont des roues à 6 écrous. Donc toutes les voitures sur la plateforme Ultium à ce jour, qui ne sont pas des camionnettes, ont des roues à 6 écrous. Est-ce que la Bolt nous arrivera avec des Mag 6 Bolt, comme on dit? On verra. Il y a une petite controverse, parce qu'au début de l'hiver, c'était un peu difficile de se procurer des roues à 6 trous sur le marché secondaire pour ces voitures-là. D'ailleurs, vous pourrez probablement voir si dans le marché de l'usager, parce que GM nous a quand même habitués avec des roues à 6 trous, entre autres dans les Acadia, Traverse, ce genre de choses-là. Peut-être qu'il y a des disponibilités à ce niveau-là. Fait qu'on vous amène avec nous aujourd'hui pour cette revue hivernale. Ce qui a contribué au grand succès du Equinox, c'est son abordabilité. Et parlant d'abordabilité, on vous présente le sponsor de l'épisode d'aujourd'hui, Findway Canada. Findway, c'est une entreprise fièrement canadienne qui offre des tapis d'hiver pour presque tous les modèles de véhicules électriques les plus populaires. Trouver une solution abordable pour protéger un véhicule aussi électrisant que le Equinox EV, ça peut être tout un défi. Findway, eux, ils offrent des tapis faits sur mesure, conçus par des Canadiens, pour nos hivers canadiens qui vont permettre de protéger votre Equinox EV en toute saison. Ce qui rend les tapis de Findway aussi bien adaptés à nos véhicules et aux hivers canadiens, c'est l'ajustement sur mesure pour votre modèle spécifique. Ils sont fabriqués en polymère caoutchouc TPE sans odeur et durable, choisis spécialement pour nos hivers. Ils ont une barrière spéciale près des points d'ancrage pour éviter les fuites et les mauvaises surprises au printemps. Les rebords sont recourbés et vous assurent que les tapis conservent leur forme pour des années sans déformation laissant entrer les éléments. Ils sont faciles à nettoyer, vous aident à garder votre voiture propre en tout temps et sont offerts à des prix abordables à partir de 59,98 $ pour un ensemble de tapis et 119,98 $ pour un tapis de coffre. N'attendez pas avant de protéger votre Equinox EV ou votre voiture électrique. Allez visiter findway.ca. Vous pouvez même utiliser le code promotionnel à l'écran ici pour avoir un petit rabais supplémentaire grâce à Plus de millage. En plus, les tapis Findway sont expédiés rapidement depuis le Canada et ils offrent une garantie de satisfaction de 30 jours s'il arrivait quoi que ce soit. N'attendez pas, allez-y, findway.ca. À l'arrière du Equinox EV, on trouve un grand coffre que j'ai toujours de la difficulté à ouvrir. Voilà, j'ai réussi cette fois-ci après beaucoup de pratique. Donc, quand même, un bon espace de chargement, moins coupé, je dirais, en hauteur que certains autres VUS qui adoptent une courbe de toit très agressive pour améliorer l'aérodynamique. Sous le coffre, on a un bon sous-coffre pour cacher son balai d'essuie-glace, du lave-glace, ce genre de choses-là. Et il y a une tige de remorquage. Et c'est la plus grosse tige de remorquage que j'ai jamais vue dans une voiture. C'est un filet de comme 1 pouce, 2,5 cm. Probablement que c'est ça qu'il faut pour remorquer un véhicule aussi lourd que l'Equinox EV, équipé d'une immense batterie.
On peut bien sûr rabattre les sièges, mais le Equinox EV, ça reste en soi un véhicule plus d'entrée de gamme au niveau des véhicules électriques, pas de commande électrique ou de bouton à l'arrière. Donc, il vous faudra passer par la porte de manière élégante ou de manière moins élégante, entrer dans le véhicule pour rabattre les sièges et avoir un plancher qui est presque plat, mais pas complètement plat. Je vais maintenant prendre place à l'arrière du Equinox EV. Le siège avant est à la position où moi je conduirais, donc très bon dégagement pour les jambes, bonne protection grâce au tapis Findway. Sinon, c'est un intérieur assez de base. On a 2 prises USB-C, des bouches de ventilation, pas de climatisation, 3 zones. Dans ce véhicule-là, pas non plus de toit ouvrant. C'est assez de base, mais ce sera très bien pour traîner la famille ou des amis à l'arrière du Equinox EV. On a ici des matériaux moussés, une espèce de trim là, qui a 2 couleurs ici en dégradé. Et puis, on va vous filmer de l'intérieur pour pas avoir le petit ding-ding pour la suite. Nous sommes maintenant à l'intérieur du Equinox EV. Nous avons un combiné d'instruments et un écran entièrement numérique de bonne taille. Les contrôles du volume inspirés de Ford, hein, avec ce petit bouton-là qui est collé sur l'écran avec un petit doigt artificiel qui change le volume pour vous. Au niveau de la navigation, c'est vraiment excellent. Donc, on intègre Google Maps, mais on va plus loin que ça. Avec les services connectés et tout, on est capable de même planifier nos itinéraires, incluant la recharge. Donc, si on tape Rimouski, par exemple, ici, on va être capable d'avoir un trajet. Ça prend quelques secondes à charger, 3 arrêts de recharge, 1h13 total. Donc, on voit les bornes. Et ce système-là permet même d'intégrer les bornes Supercharger du réseau de Tesla en considérant un adapteur NACS. Si vous en avez un de disponible, là, le véhicule va être en mesure d'intégrer ces bornes-là dans la planification du trajet. Que dire d'autre? Moi, par exemple, je déteste dans les GM au niveau de la radio, là, on ne sait jamais trop où naviguer. Là. Vous voyez, c'est Bluetooth, mais ça me dit, j'ai pas de bouton FM, il faut que je clique là-dessus. Puis là, après ça, je peux aller choisir FM. Puis là, si je veux rentrer une station, il faut que je vienne ici, puis que là, j'entre, par exemple. Il y a plein de boutons, le 106.3, et puis là, ensuite, je peux aller à cette station de radio-là. Donc, un peu plus compliqué. Il y a d'autres véhicules qui font ça beaucoup mieux. En plus, dans la liste, des fois, on a des postes là, qui sont associés à Sirius ou la radio satellite. Puis là, on change, puis on sort du FM. Un peu trop compliqué pour moi, mais si vous avez mis les paramètres en fonction de vos besoins, ce sera très bien. Le volant offre une bonne prise en main. C'est un volant d'assez bon diamètre, assez chunky comme on dit. On a les commandes au volant pour le régulateur de vitesse adaptatif, le volant chauffant, l'accès à nos menus. Et puis on a un petit bouton, hein, comme dans la Bolt et la Volt, pour favoriser le freinage régénératif. Il n'y a pas de chargeur à induction. Donc, on a un emplacement pour mettre son téléphone. Et puis, en dessous de ça, il y a même quelque chose qui ressemble à un chargeur à induction avec plein d'inscriptions ici, mais il n'y en a pas. 2025, donc si vous commandez votre véhicule aujourd'hui, vous l'achetez aujourd'hui, il y a un chargeur à induction qui est disponible. Là, c'est un modèle 2024. Sinon, on a quand même là, des petites prises USB-C ici et vous pourriez déposer votre téléphone avec un fil. La recharge sans fil, c'est vraiment l'un des éléments que j'apprécie le plus dans les véhicules modernes. La qualité est relativement acceptable, mais il y a certaines choses, là, par exemple les bouches de ventilation. Si tu viens ici, Alexandre, ça fait un peu... Je sais pas, ça fait un peu jouet. On verra si c'est durable. On a des surfaces de plastique dur, mais aussi des surfaces moussées dans l'intérieur. Pas de miroir là, ici par caméra comme dans certains produits GM, une fonctionnalité que GM offre dans beaucoup de voitures et que j'adore. Le bras de vitesse là, est un shifter à colonne, un levier de vitesse à colonne, mais c'est pas haut et bas les fonctionnalités, il faut comme tirer vers soi et puis là, bon, si on appuie sur le frein bien sûr, on est en mesure de se mettre sur parc, sur neutre et sur le reculon et on appuie ici pour se mettre encore une fois à l'arrêt. Ça fonctionne. C'est juste qu'il faut s'en rappeler. C'est pas le plus intuitif, mais c'est beaucoup mieux que certains autres modèles. On se rappellera tous le Suburban qu'on a déjà essayé avec les boutons dans le tableau de bord. Ça ne fonctionnait pas. Chevrolet offre, ou GM plutôt dans la plupart de ses voitures électriques, le bouton préparation à la recharge rapide. Donc, si vous n'êtes pas capable, par exemple, avec votre trajet, de sélectionner la borne que vous allez utiliser,
vous pouvez toujours forcer manuellement le préconditionnement de la batterie. Si j'avais fait ça ce matin en me rendant chez Alexandre depuis la rive nord de Montréal, on aurait peut-être eu plus de chances de faire un défi 500 km. Mais je ne l'ai pas fait, on s'est branché sur une borne 50 kW, ça chargeait à 14, ça aurait pris 1h45 avant de partir. Fait que ça et la tempête de neige là, avec laquelle on faisait face, ça nous a convaincus qu'on n'avait pas envie de passer 9 heures dans la voiture aujourd'hui pour faire un défi 500 km. Mais bref, chapeau à GM de l'offrir. Hein? Au moins, il y a un bouton et vous pouvez le forcer dans n'importe quelle condition. Avant de prendre le volant, on veut vous mentionner que la version qu'on essaie aujourd'hui, c'est une version à traction. Et avec l'arrivée ou l'avènement des véhicules électriques, le débat historique entre une voiture à essence à traction intégrale, ça consomme plus qu'une version, par exemple, traction ou propulsion, là, 2 roues motrices. Bien, dans les véhicules électriques, on se pose la question un peu à l'inverse ou au niveau de l'autonomie. Un véhicule à traction intégrale va généralement, ça dépend des constructeurs, là, avoir moins d'autonomie qu'un véhicule à 2 roues motrices. Dans le cas du Equinox EV, il y a un écart d'environ 20 km là, avec les mêmes roues entre ces deux véhicules-là. Donc, c'est vraiment une bonne question à se poser parce que dans certains cas, sur d'autres véhicules comme le Kia EV9, par exemple, ça va être plus aux environs de 50 km. Des fois, il peut y avoir quand même une bonne différence, un bon écart au niveau de l'autonomie ou une perte d'autonomie quand on choisit la traction intégrale qui nous offre en contrepartie de meilleures performances hivernales. Donc là, on va vous montrer là, un segment où est-ce qu'on va faire un démarrage arrêté sur la neige, surface très glissante, avec puis sans le contrôle de la traction. Nous allons donc faire notre départ arrêté, cette fois avec le contrôle de la traction activé. Donc, j'appuie pied au plancher. Ah non, on est sur parc. On va se mettre en drive, ça va être plus facile. Donc, je vais mettre le pied au plancher. Et oh, ça démarre tranquillement. On sent là, le contrôle électronique de la stabilité qui finit par démarrer et s'activer. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans les véhicules électriques, on a énormément plus de contrôle sur le contrôle de la traction que dans un véhicule thermique parce qu'on est capable de moduler beaucoup plus finement et beaucoup plus rapidement la puissance qui est appliquée au moteur. Nous avons maintenant éteint le contrôle de la traction. Donc, on va voir là, c'est quoi le comportement. Puis avec le vidéo qui sort, vous allez pouvoir voir aussi si les roues patinent vraiment à 100% ou si on a toujours un contrôle de la traction qui est en fonction. Donc, pied au plancher. Et ça accélère pas beaucoup plus vite. Mode all-wheel drive recommandé. Là, c'est c'est dommage parce que vous l'avez pas vu. On va essayer de reproduire ça, là, mais le véhicule vient de me dire qu'il me recommandait de passer en mode traction intégrale dans ces conditions-là. Mais bien sûr, nous ne sommes pas équipés de la traction intégrale. On n'a pas réussi à vous faire afficher là, le message là, qui dit d'activer la traction intégrale dans notre véhicule traction. Mais bon, c'était juste une petite démonstration. Hein. D'ailleurs, si on avait eu un véhicule thermique à 2 roues motrices, on aurait vécu à peu près la même expérience. On voulait juste voir un peu comment ça se passait là, avec le contrôle électronique de la traction activé puis pas activé. Fondamentalement, ce n'est pas un moins bon véhicule dans la neige que n'importe quel autre véhicule traction. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour choisir un modèle à traction intégrale, même si ça vient avec une légère perte d'autonomie, de l'ordre de 5 à 10 % dépendamment du véhicule. Je le prône surtout parce qu'au niveau de la valeur de revente, là, généralement, l'écart de prix, à moins que ça vienne avec un niveau supérieur d'équipement, si on peut avoir le même niveau d'équipement, l'écart de 2-3 000 $ sur un véhicule pour avoir la traction intégrale est très, très, très justifiable parce qu'on maintient cette valeur-là tout au long de la vie du véhicule en valeur de revente. Sinon, le Equinox EV, c'est une parfaite voiture familiale. Là. Au niveau de la conduite, c'est comme si on conduisait une minivan. Je ne dis pas ça de manière péjorative. C'est juste un gros véhicule assez lourd à traction. On est relativement en confiance, mais une fois qu'il y a des routes enneigées, là, ce matin, quand je me rendais chez Alexandre, les routes étaient très enneigées, les autoroutes étaient peu déneigées. J'aurais préféré avoir un véhicule à traction intégrale dans ces conditions-là, mais j'ai eu aucun problème. J'ai pu me rendre à cette destination là, sans accroc. L'autonomie en version traction, c'est 513 km, 493 en version à traction intégrale. Donc, sur papier, c'est quand même bien. Mais ce qu'on sait, c'est que dans la réalité, là, surtout dans ce véhicule-là, sur l'autoroute, on ne sera pas capable de parcourir plus de 500 km. Là. Et particulièrement pas au Québec en hiver. Donc ça, il faut être réaliste.
J'ai apprécié avoir les indications de la navigation dans l'écran devant moi. Et ça, c'est la navigation de Google Maps. Donc, il y a peu de véhicules là, qui vont nativement intégrer la navigation de Google Maps en plus dans le combiné d'instruments directement. Donc ça évite les distractions. On n'a pas besoin de regarder notre écran au centre. Puis je préfère ça en fait à un affichage tête haute là, qui... J'ai tendance à juste afficher la vitesse puis à ne pas regarder là, la navigation là-dedans. Le véhicule qu'on essaie aujourd'hui, il est équipé du Super Cruise, donc le système de GM là, qui intègre une cartographie plus avancée d'un certain nombre d'autoroutes et en conditions où ça fonctionne, on a vraiment là, une excellente conduite sans les mains sur ces autoroutes-là. Donc, très bonne performance, mais dans un contexte plus limité que la conduite autonome supervisée de Tesla, par exemple. C'est un véhicule assez confortable, et très bien insonorisé. C'est un véhicule assez massif, puis on sent son poids. C'est pas négatif, c'est plus que ça nous met en confiance. Ça tangue pas, il n'y a pas de roulis, j'ai aucun commentaire négatif, mais c'est pas non plus un véhicule sportif. Au niveau de la puissance, en version à traction, c'est un peu limité. Là. J'aurais préféré avoir un peu plus de puissance et la traction intégrale, où généralement ça vient avec l'ajout de la traction intégrale. Un des facteurs qui contribue au comportement routier assez sain, c'est la taille des pneus et des roues qu'on a sur ce véhicule-là. Donc on a des roues de 21 pouces et la largeur des pneus, c'est du 275 mm, ce qui est, on vous rappelle, 20 de plus qu'une Tesla modèle S-Plaid de 1000 chevaux. Bien sûr, il y a des roues en option sur la Tesla, là, mais les roues de base, c'est quand même assez drôle. Fait que ça va contribuer là, à donner un comportement routier assez sain et rassurant au véhicule. Puis c'est ça les impressions de conduite que j'avais, que j'ai détaillées un peu avant. Ça ne serait pas une vidéo de plus de millage si j'étais pas là à vous parler de tout l'aspect, la motorisation électrique et recharge rapide de ce véhicule-là. Donc, les fondamentaux, on a une batterie là, qui s'appelle Ultium de 10 modules. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est qu'on a 85 kWh utilisables dans ce véhicule-là. Mais je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, les véhicules Ultium rapportent beaucoup plus souvent lorsqu'on branche des capteurs style Car Scanner dans ces véhicules-là. Aujourd'hui, dans celui-ci, on a à peu près 90 kWh utilisables. Donc, vous avez un petit 5 de bonus. Il y a des défauts qui viennent avec l'architecture très modulaire de GM. C'est que ces batteries-là, dans le Blazer, dans le Equinox EV, le Optiq, le Lyriq, tout ça, c'est des batteries bas voltage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la recharge rapide va en être affectée. Je vais vous faire une petite démonstration rapide. Là, on est à peu près 47 %. On n'ira pas chercher le 155 kW de puissance en crête. Puis même que sur cet équipement-là, ça serait impossible parce qu'on a besoin de 500 ampères pour aller chercher la puissance maximale à cause que ces véhicules-là, comme je vous disais, ont un voltage très bas, à l'inverse de ce qu'on verrait là, chez Hyundai. Hyundai qui est le deuxième groupe qui vend le plus de véhicules électriques au Québec. Là. Eux, là, quand on regarde Ioniq 5, EV9, Kia EV6, tout ça, c'est des véhicules 800 volts qui chargent beaucoup plus vite de part que le voltage est du double. Donc là, on va se brancher sur la borne. Là, je m'attends d'avoir à peu près au moins là, entre 100 et 80 kW. On a préconditionné la batterie là, avec le bouton et dash-ou en naviguant vert. Là, la batterie est à peu près à 20 degrés. Là, mon capteur, c'est ce qu'il me dit. On va faire la petite démonstration. Bon, j'ai entendu les relais s'enclencher. Donc, je vais aller revoir Car Scanner. La batterie est à... La batterie est à 21-23. Puis on vient d'entendre le petit pip. Et là, que se passe-t-il? Là, vous voyez, on a l'ampérage ici. Ça commence à monter, 171, 200, 200 ampères quand même, 70, 80, 300 ampères. Cette borne-là peut donner 400 ampères maximal, puis on s'en va chercher quasiment le max. Regardez, 120 kW quand même, à 47 de satisfaction affichée. Donc, quand même très content de la performance. Voyez-vous, là, ça fait quelques minutes, là, on vient de baisser là, sous les 100 kW, on est à 90. T'sais, on était comme à la limite entre la partie là, très haute puissance et la partie basse puissance, mais ce que j'essayais de vous démontrer ici, c'est les bonnes pratiques avec ces véhicules-là. Lorsque vous devez recharger rapide, utilisez le bouton de préconditionnement ou naviguer vers votre borne. Puis évidemment, si vous voulez vous procurer les mêmes équipements que nous, là, dans la description, on a un lien là, pour aller acheter le petit adaptateur puis l'application de téléphone qui nous permet d'avoir ces données-là parce que malheureusement, peu de constructeurs offrent la visibilité sur la température de batterie ou vous dire si votre batterie est prête à recharger là, et complètement préconditionnée. Aussi, évidemment, ce qui est le fun aussi du Equinox EV, c'est qu'il vient avec un chargeur de 11 kW interne pour la maison. Dans le fond, là, vous avez comme deux chargeurs internes, ce véhicule-là, un de 11,5 kW, ce qui est bien, 50-60 ampères, donc ça recharge quand même vite.
Et même en option, là, sur les modèles plus chers, dont celui-ci, 19,2 kW. Ça, c'est 80 ampères comme sur le Silverado EV. Fait que tu branches ça là, chez vous en 4 heures. Là, la batterie passe quasiment de 0 à 100 Ça, c'est très, très, très rapide. Ça, c'est quelque chose qui est rare dans le marché. Puis là, si on parle là, des codes d'efficacité énergétique, là, en ville, là, sur ce modèle, on annonce 18 kWh par 100 km, 21,2 sur la route et 19,4 combinés. C'est ça qui leur donne 513. En hiver, vous ne verrez pas ça. T'sais, en ce moment, là, on a 229 km de parcouru depuis que j'ai récupéré le véhicule le lundi cette semaine. Là, on fait 3,2 km par kWh, qui est comme l'unité inversée GM, mais essentiellement, faites 1 sur ce chiffre-là, vous allez l'avoir en la vraie unité kWh par 100 km. On est autour de 29,4, 30 kWh par 100 km. Donc là, en réalité, on a à peu près 280 km d'autonomie l'hiver, là, avec tout le chauffage, on roule pas trop vite. Fait que c'est un peu ma déception de la plateforme Ultium. Là, on voit qu'elle est relativement inefficace. Évidemment, GM, c'est eux qui offrent la gamme la plus étendue de véhicules électriques. Il y en a, en voulez-vous, hein? Il n'y a pas de problème d'approvisionnement, mais GM est allé un peu... On va offrir du volume, mais ils n'ont pas vraiment travaillé peut-être sur l'efficacité de leur système. C'est un système très, très modulable, que les composants se retrouvent un peu partout, mais écoutez, hein, ça ne peut pas toujours être parfait. Parlons maintenant de prix du Equinox EV. On vous l'a dit au début de l'épisode, hein, comme les tapis Findway, c'est l'abordabilité de ce produit-là qui fait son succès. Le Equinox EV 2025 démarre à 48 325 $, je crois, aux environs de 48 000 $. La version à traction intégrale, elle, est disponible pour 3 500 $ de plus environ, 51 800 $, ce qui en fait un des VUS électriques les plus abordables sur le marché, qui plus est avec une batterie de plus grande taille, mais Alexandre vous l'a expliqué, au niveau là, de l'autonomie et de la vitesse de recharge, il y a les limitations qui viennent avec ce véhicule-là. Les subventions ne sont plus, donc on va essayer de vous dire combien ça coûte le louer, l'acheter. Version à traction et à traction intégrale est laquelle je préférerais. Donc on a configuré là, le véhicule sur le site de GM, c'est effectivement à traction avant 48 325 $ plus les taxes. Si on fait un financement 60 mois, zéro comptant, c'est la métrique qu'on vous donne typiquement, le taux est de 2,49 %. Donc GM n'a pas rabaisser le prix. Ben, en fait, oui, ils ont baissé le prix par rapport à l'année dernière, mais ils n'ont pas donné de rabais au comptant sur ce véhicule-là. Mais avec un taux de 2,49 % qui est subventionné, hein, c'est moins cher que les intérêts que GM doit payer lorsqu'ils empruntent de l'argent, par exemple, à une institution financière. Ça permet de réduire les mensualités, mais c'est tout de même 986 $ par mois, près de 1 000 $ par mois, incluant les taxes, financement 60 mois pour une version à traction, et à la location 48 mois, zéro comptant, 20 000 km, 2,9 %, c'est environ 677 $ par mois à la location. C'est relativement raisonnable, on n'est pas complètement là, dans le champ par rapport au prix qu'on aurait payé l'année dernière, avec des taux plus élevés et des subventions. Ça demeure tout de même plus cher, surtout au financement, hein, à la location, les constructeurs peuvent s'ajuster. Est-ce que ça vaut la peine d'aller vers un modèle à traction intégrale? J'ai sorti les chiffres. Un peu plus dispendieux à 3 500 $ au comptant. Ça se reflète à la location 60 mois avec 1057 $, donc à peu près 70 $ de plus, et à la location 726 $. Personnellement, pour un écart de 3 500 $, je pense qu'il est essentiel d'aller vers la traction intégrale. Vous allez avoir des meilleures performances hivernales, oui, avec une petite réduction là, au niveau de l'autonomie, mais regardez, tout ça, c'était pour des modèles LT. Les versions ARS là, sont un petit peu plus dispendieuses. Ça reste assez dispendieux, surtout à l'achat. Bon, à la location, on est capable de s'en sortir là, pour une mensualité aux environs de 700 $ par mois. Reste qu'à 1 000 $ par mois pour un véhicule. C'est quand même assez dispendieux, c'est ça le monde dans lequel on vit. Je ne ferai pas de prédiction sur des baisses de prix du Equinox. Je pense que GM a déjà fait son bout de chemin avec les taux et c'est la voiture électrique la plus populaire au Québec. Elle demeure l'une des plus abordables. Je ne crois pas qu'ils vont devoir faire de rabais supplémentaires cette année pour en vendre. Donc on ne s'aventurera pas à dire qu'il va y avoir des rabais, quoi qu'il y en a chez d'autres constructeurs. Nous sommes maintenant arrivés à la conclusion de notre revue hivernale du Equinox EV. On vous a expliqué qu'on était un peu plus limité avec un modèle à traction, mais que les modèles à traction intégrale sont probablement les meilleurs choix pour pas beaucoup plus cher. De plus que ça,
La performance de recharge, Alexandre vous a dit qu'à cause du voltage plus faible de la batterie comparé à certains compétiteurs, on est un peu plus limité au niveau de la recharge rapide, mais dans les bonnes conditions, quand on le préconditionne, on est quand même capable d'aller chercher des vitesses intéressantes, 120 kW à 47 % d'état de charge de la batterie. Tout ça aujourd'hui a été rendu possible grâce à Findway Canada, notre sponsor. On vous invite à aller sur leur site findway.ca pour protéger votre véhicule électrique avec des tapis conçus pour les hivers canadiens. Et c'est grâce à ce genre de partenariat-là qu'on peut vous amener la vidéo d'aujourd'hui sans publicité interstitielle sur YouTube. Donc, merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Et on se dit à la prochaine.